Bon, c'est une table ronde un peu particulière à laquelle on vous invite maintenant. Une table ronde dans laquelle on va discuter, tenez-vous bien, bien que ce soit une table ronde d'histoire, dans laquelle on va aussi discuter d'avenir. Puisqu'au fond, on va discuter des nouveaux horizons tels qu'on a pu se les représenter dans le passé. Et donc, au fond, c'est une histoire des futurs possibles, qui peut-être pourra nous donner des idées, pourra nous stimuler pour penser aujourd'hui l'avenir des Outre-mer. Alors pour cela, j'ai 4 invités. Il y en a peut-être un 5e qui va arriver. On va voir si on a cette surprise pendant la table ronde. Mais 4 personnalités. Alors une que certains d'entre vous ont déjà vue, Mario Gantefoy Taillard de Worms. Donc vous êtes chercheuse. À nouveau. Voilà, exactement, chercheuse au CNRS. On rappelle votre livre aux éditions du Seuil sur les bagnards. Vous êtes une des grandes spécialistes de la Guyane française. À côté de vous, le président du comité d'histoire de l'esclavage, Frédéric Régent, qui a travaillé aussi sur justement cette question du statut des esclaves, de la propriété humaine dans les Outre-mer, notamment aux Antilles, avec ce livre « Libre et sans faire » qui est paru, si je me souviens bien, chez Fayard. À côté de vous, un spécialiste de l'université de Paris 1, Bruno Maillard, mais qui, lui, travaille plutôt sur la Réunion. Et je suis très heureux de vous voir, Bruno Maillard, parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble à différentes reprises, et notamment sur France O. France O, ben tiens, parlons-en. Votre voisin, c'est Wallace Cotra. Wallace Cotra qui est journaliste, mais qui est aussi le président de France O. Et on peut le dire ce soir, beaucoup de territoires d'outre-mer qui sont représentés autour de la table. Je voulais vous proposer, pour commencer le débat, pour commencer notre réflexion, peut-être remonter à des débuts. En 1635 commence la colonisation des Antilles, Frédéric Régent. Et moi, je me demandais, au moment où commence une colonisation, comment est-ce que les populations, celles qui sont sur place, celles qui arrivent, peuvent-elles se figurer le futur ensemble? Qu'est-ce que c'est leur horizon? Est-ce qu'ils ont l'impression de commencer une nouvelle aventure? Oui, alors ils commencent complètement une nouvelle aventure. Et leur horizon en 1635, c'est pas l'esclavage, c'est d'abord de cultiver du tabac, de s'installer, de produire du tabac, de le vendre, de s'enrichir. C'est pas encore une société d'esclavage, c'est important de le dire, ça. Non, pas au début. Voilà, c'est une société donc formée, donc il y a des hommes libres qui partent, et puis il y a des engagés, ce sont des gens qui sont sous contrat, qui ont passé un contrat pour servir pendant 3 ans gratuitement un maître, et à l'issue de ces 3 ans, ils seront libres, et ils obtiendront des terres. Et donc leur horizon à ce moment-là, c'est, déjà ça va être la servitude pour si on prend le cas de la Guadeloupe, sur 550, il y en a 500 qui sont engagés, 50 qui sont libres. Donc leur horizon, c'est la servitude, mais avec la possibilité d'obtenir des propriétés, chose qu'ils n'auraient jamais obtenues s'ils étaient restés dans le royaume de France. Donc voilà. Donc ces hommes dont vous parlez qui arrivent, ces colons, ce sont des Français venus de quelle région, on sait ou... Alors, principalement de Normandie et de Picardie pour la première vague. Puis ensuite, ça va être l'ensemble des ports atlantiques français. Et l'une des ambitions de cette colonisation, c'est d'avoir des Français, notamment dans l'optique d'ennuyer les Espagnols qui se sont installés au Pérou et au Mexique et qui tirent énormément de richesses de cette colonisation, 100 tonnes d'argent, le métal argent sont extraits chaque année de ces régions. Et d'ailleurs, ces îles, on les appelle les îles du Pérou. Vous voyez, et donc l'idée, c'est d'avoir une tête de pont pour une colonisation future en Amérique. Alors Bruno Maillard, est-ce que la situation est similaire ou pas quand les Français arrivent à La Réunion? Ou est-ce que déjà à La Réunion, avant même peut-être leur arrivée, il y a une logique d'esclavage éventuellement qui est en place et qui risque d'obérer, disons, l'avenir un petit peu idyllique, tel que nous l'avait figuré Frédéric Régent pour les Antilles, c'est-à-dire une installation libre des cultivateurs et peut-être un peu des pirates?
Quelques nuances, parce que lorsque les Français arrivent en Guadeloupe ou en Martinique, il y a des populations autochtones, donc des Amérindiens. Et d'ailleurs, le cas de la Martinique est intéressant, puisqu'il y aura des conflits assez importants, voire des négociations, puisqu'une partie de l'île sera occupée entre les Français et les Amérindiens pendant quelques années. Pour les Mascareignes, l'île de la Réunion et l'île Maurice d'aujourd'hui, lorsque les Français abordent ces îles ou réabordent, puisque les Portugais avaient déjà essayé de s'y installer, puis les Hollandais, sur la Réunion, dans les années alors, entre 1642 et 1665, il y a 2 essais, il n'y a plus d'habitants. Quoique l'archéologie aujourd'hui prouve qu'il y aurait eu éventuellement déjà des installations d'hommes, des Austronésiens, des populations austronésiennes. Ce sont ces populations qui viennent de l'Indonésie d'aujourd'hui, qui ont migré dans l'océan Indien et qui sont installées à Madagascar entre l'an 1000 et l'an 1100. Et donc il y aurait eu quelques installations, et d'ailleurs on a retrouvé des plaques de cire, des objets archéologiques divers et variés qui prouvent qu'il y aurait une implantation. En tout cas, au XVIIe siècle, il n'y a que des Français qui s'y installent, donc les premiers colons, et des Malgaches. Ça, c'est une spécificité. Des Malgaches qui arrivent avec le statut d'homme libre. Hein, c'est important de le préciser, puisque la France a toujours eu espoir de construire, de coloniser la grande île de Madagascar, ce qu'elle n'arrivera à faire au bout du compte qu'à la fin du XIXe siècle. Donc le XVIIe, XVIIIe siècle sont plutôt des comptoirs qu'on installe, des négociations avec les différents royaumes. Donc il y a des Français qui s'y installent et des Malgaches. Là, on n'est pas sur l'idée d'éventuellement d'un nouveau Pérou, mais plutôt dans la vision de la Compagnie des Indes orientales, c'est de trouver des escales entre la France et l'Inde. Et donc les Mascareignes sont d'abord vues pour des greniers à blé. D'ailleurs, la production de blé sera importante dans les premiers temps. En tout cas, des escales de rafraîchissement pour les navires. L'espoir pour ces colons qui viennent aussi des paysans pauvres, qui viennent de Bretagne, de Normandie, de Picardie, eh bien, c'est de faire moins fortune, bien évidemment, mais pas forcément dans l'extraction de minerais. Plutôt, on va dire, comme des négociants et des marchands. D'accord. Alors, donc là, ce que vous êtes en train de me dire tous les deux, c'est qu'au départ, il y a des motivations qui sont des motivations économiques, mais il n'y a pas forcément l'idée qu'on va en faire des territoires un peu de peuplement. On va sans doute voir quelque chose d'un peu différent, peut-être avec la Guyane. Qu'est-ce que vous en pensez, Marion Godefroy ? Est-ce qu'à partir du moment où on arrive en Guyane, moi j'ai en tête une date que m'a donnée Frédéric Régent, 1763, est-ce que l'idée derrière, c'est d'installer un peuplement ? Alors, entre oui, même avant, dès 1635, l'idée c'est d'installer un peuplement. L'un des objectifs, c'est d'installer 3-4 000 personnes aux Antilles très rapidement. Okay. Alors, dans les deux cas, parce qu'il y a quand même un siècle et un peu plus qui s'écoule entre la Guadeloupe, il y a plusieurs idées. Au départ, quand c'est Richelieu, on lance des billes, comme on lancerait des start-up, et on attend de voir aussi, dans les compagnies, qu'est-ce qui va rafler la mise. Et ce qui va rafler la mise, petit à petit, pendant ce siècle, ça va quand même être les îles à sucre. 1763, c'est un autre contexte, parce que la France a perdu la plus grande présence en Amérique continentale, elle a perdu le Canada, elle a perdu la guerre de 7 ans, et elle a besoin d'un projet, qui est un projet intellectuel et économique. C'est-à-dire qu'elle pense de nouveau son univers colonial, mais en rompant avec finalement un siècle d'histoire tel qu'il s'est construit, et en décidant volontairement de choisir d'autres gouverneurs, de choisir des physiocrates, et d'installer là aussi une colonie de peuplement, et une colonie de peuplement qui plus est, qui sera libre de commercer, et c'est ça la vraie nouveauté aussi en 1763, aussi bien avec les colonies espagnoles que les colonies nord-américaines. Et de ce rêve-là, qui coûte extrêmement cher, il faut bien imaginer qu'en 1763, quand vous avez n'importe quel pays qui sort d'une guerre, les caisses, elles sont vides. On met quasiment autant que ce qui avait été la fortune de Mazarin, l'homme le plus riche de l'Ancien Régime, dans l'ensemble. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi de ce moment-là qu'on abandonne véritablement la façade atlantique et un certain nombre de projets, qui étaient des projets économistes, intellectuels, de rupture avec l'esclavage, dans cette colonisation du Premier Empire.
Donc, je salue ce qui vient d'arriver, Patrice Gélinet. Alors, Patrice Gélinet, je pense qu'il y en a une grande partie d'entre vous qui le connaissent par l'oreille, puisque c'était une émission qui nous a tous fait rêver, qui s'appelait 2000 ans d'histoire. Mais il faut se souvenir qu'avant, il y a une émission qui a fait rêver aussi la génération d'avant. C'était l'histoire en direct sur France Culture. Et il a été directeur de France Culture et il a été membre du CSA. Et c'est un historien qui s'intéresse justement beaucoup à l'histoire des Outre-mer. Merci beaucoup d'être avec nous aussi, Patrice Gélinet. Je continue le raisonnement. Wallace Cottras. Pour prendre la Nouvelle-Calédonie, comment ça se passe? Il y a une population qui est sur place, les Kanaks. Et on ne l'a pas tellement abordé pour l'instant. Mais c'était quoi l'idée de nouvel horizon, par exemple, dans la culture kanak, j'allais dire même avant l'arrivée des Français ou encore aujourd'hui? Si c'est stable. D'abord, les Français sont arrivés très tard en Nouvelle-Calédonie, puisque c'est 1854, la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. Mais avant, il y avait eu Cook, il y a eu Bougainville qui était passé, etc. Pour répondre directement à la question, l'univers kanak est un univers complexe. Et d'abord, on aime bien tout ce qui est complexe. Et quand c'est un peu simple, on complique un peu les choses. Par exemple, au niveau linguistique, c'est 27 langues. À côté de nous, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est 700 langues. Et le Vanuatu, c'est 80. Donc c'est un univers de complexité. Avec, tout à l'heure, vous avez vu avec les jeunes qui étaient là tout à l'heure, la coutume qui permet de passer d'une vallée à l'autre, cette relation-là. Et pour répondre directement à la question, l'horizon dans le monde insulaire océanien, au-delà des Kanaks, parce que c'est énormément de petites îles très éloignées, etc., c'est toujours deux références importantes. C'est à la fois la racine et l'horizon. C'est l'équilibre entre les deux. La racine qui nous enracine justement sur cette terre, et puis cet horizon qui est l'oxygène, qui fait que perpétuellement on est en relation avec les autres, on accueille, voilà. Ce qui va nous être très utile pour la suite, puisque à partir du moment où les Français vont arriver, ils vont débarquer beaucoup de catégories différentes de populations. Alors il y a les Français, il y a le Bagne, où ce sont des gens rejetés par la France qui arrivent chez nous. Il y a les Bagnes qui viennent d'Algérie, finalement, où ce sont en grande partie des Kabyles, c'est-à-dire déjà à l'intérieur de la société algérienne, ils étaient un peu marginalisés, mais là, c'est la France coloniale qui les... Donc, il a fallu trouver des solutions à tout ça, quoi. Et puis peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, ce qui rend compliqué la situation aujourd'hui, qui est de dire finalement, les jeunes tout à l'heure parlaient d'un destin commun, comment on construit un destin commun avec cette histoire très compliquée et très riche aussi. Alors justement, destin commun, j'avais envie de demander à Patrice Gélinet, puisqu'il vient d'arriver, il y a un moment, j'allais dire, un peu emblématique de construction de quelque chose de collectif. Je suis un cosaque aujourd'hui, je saute les siècles. En 1848, il y a une première logique civique, une abolition de l'esclavage, l'idée qu'on va faire une grande citoyenneté française. Je sais qu'il y en a une pendant la Révolution, mais je vous ai dit que j'étais un peu un cosaque. Est-ce que cet horizon-là, il est compris, reçu, admis? Je sais bien que la Nouvelle-Calédonie, c'est un exemple un peu à côté, mais est-ce que vous pensez qu'il y a cette idée chez les gens de 1848 de fabriquer un horizon commun à l'ensemble des Outre-mer et à la métropole, Patrice Gélinet? Un horizon commun, je ne sais pas. 1848, évidemment, c'est l'abolition de l'esclavage. Et dès ce moment-là, dans certains des Outre-mer, il est évidemment question d'assimilation à la France. En fait, la départementalisation est déjà, si je puis dire, dans l'engrenage. Lorsque, en 1946, Aimé Césaire fait voter, il en était le rapporteur à 33 ans, fait voter la loi de départementalisation, il disait que c'était l'aboutissement normal d'un processus historique. Et c'est vrai que dès lors que l'esclavage est aboli, la question se pose de savoir ce que l'on fera effectivement de ces gens de ces esclaves qui sont devenus libres. Et la plupart du temps, ce n'est pas tellement l'indépendance que recherchent certaines, pas toutes. Là, je parle de ce qu'on appelle les vieilles colonies, c'est-à-dire celles qui ont commencé à être colonisées à partir du XVIe siècle. Mais à partir de ce moment-là, le problème se pose.
comment dirais-je, Aimé Césaire, qui était un peu l'artisan avec Vergès à La Réunion, avec Gaston Monnerville en Guyane, se posait déjà la question, ou plutôt poser la question, et même a posé cette proposition de loi de 1946 qui devenait évidente à partir de la Deuxième Guerre mondiale, de la participation, notamment précisément de ce que sont devenus les départements d'outre-mer, leur participation au combat de la France libre, leur aversion dans les Antilles pour le régime de l'amiral Robert, eh bien, c'était assez logique, je crois, que d'arriver là. D'ailleurs, cette loi du 19 mars 1946 a été votée à l'unanimité de l'Assemblée constituante. Alors, vous êtes encore plus un cosaque que moi, Patrice, parce que vous êtes allé de 1848, vraiment un siècle plus tard, en 1946. Mais moi, il y a une question que je me pose. Alors, je ne sais pas si je dois la poser à Bruno, à Wallace Cottrat ou à Frédéric Régent, mais au fond, il y a quand même cette question de l'impôt du sang. C'est-à-dire que 1914, les Outre-mer participent à la Première Guerre mondiale, à la Grande Guerre. Deuxième Guerre mondiale, il y a aussi cette participation militaire, ce prix payé. Mais d'une certaine manière, moi, la question que je me pose, et celle que j'aimerais vous pousser à répondre aujourd'hui, c'est est-ce que cet impôt du sang justifiait l'avenir ensemble, justifiait en quelque sorte l'égalité, puisque c'est un peu de ça dont on parle. Le nouvel horizon que je vous ai posé sur 1848, c'est celui de l'égalité, Frédéric Régent. Oui, d'ailleurs, il faut noter qu'il y a eu un combat pour le service militaire aux Antilles qui a été gagné à la veille de la Première Guerre mondiale. Et donc, cet horizon d'être français, d'avoir une citoyenneté complète, c'est un combat qui a commencé pendant la Révolution française, qui s'est poursuivi ensuite en 1848 et qui finalement s'est vu consacré en 1946 par la loi de départementalisation. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Césaire était pour cette loi de départementalisation parce qu'il espérait une égalité réelle. Mais regardez, on a voté en février 2017 une loi sur l'égalité réelle. C'est bien qu'il y a quand même qu'il y a quand même un manque et qu'un certain nombre des espoirs qu'avaient les citoyens ont été déçus. Alors, il y a quand même une question moi, que je me pose, et je vais la poser à Bruno Maillard. Pour moi, 1946, ce n'est pas seulement un problème de citoyenneté, c'est un problème de statut des territoires. Donc, quand on fait le choix de la départementalisation, ça va être aussi le cas pour la Réunion, est-ce que ça implique un horizon dans lequel on renonce définitivement à l'indépendance? Alors, je fais exprès le choix par rapport. On sait bien l'opposition Césaire-Senghor, hein, c'est un peu le débat. Alors, tout d'abord, juste une petite précision, mais la départementalisation, c'est un projet de la Révolution française. On a remis le prix à Bernard Mingueno, qui tient main beaucoup à cette question. Je ne sais pas s'il est dans le public, mais Bernard qui a écrit de nombreux articles sur le sujet. Il y a eu une première départementalisation qui a été confirmée d'ailleurs dans ce qu'on appelle la Constitution de l'an 3 et plusieurs lois qui ont été adoptées, certes appliquées avec parcimonie selon les territoires. Mais en tout cas, il y avait déjà eu un projet très fort de départementalisation. Bon, on sait qu'avec l'arrivée de Bonaparte au pouvoir et la tentative de relancer le grand empire colonial fait que ce projet a été annihilé. Retour en 1946 alors effectivement, on fait les Cosaques. Alors j'allais dire, il y a 1848 aussi où il s'est passé des choses importantes, mais bon, 1946. Alors départementalisation, il est vrai dans un contexte aussi de décolonisation. Et ce qu'on appelait les vieilles colonies, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ont toujours eu un statut distinct au sein de cet empire colonial. Sur la fameuse citoyenneté, je suis obligé de revenir sur 1848. Alors, à l'exception aussi ce qu'on appelait les 4 communes historiques du Sénégal, où le statut était très particulier, où eux aussi avaient le statut de citoyen. Mais effectivement, ces territoires, du fait de l'acquisition de la citoyenneté en 1848, avec le décret d'abolition de l'esclavage, entre autres, puisque la pleine citoyenneté, c'est le 5 mars 1848, donc un décret du gouvernement provisoire, le lien se fait en 1846. Ces territoires, au fond, sont à part et à ce titre, on va les départementaliser.
et essayer d'aboutir, on va dire, à faire de l'île de la Réunion ou de la Guadeloupe un petit peu la Creuse ou la Mayenne, c'est-à-dire leur apporter quasiment une égalité moins concrète, que ce soit sur les droits sociaux, les droits économiques, la culture. Mais au fond, ces territoires, la Réunion ne sera jamais moins la Corrèze et la Guadeloupe moins non plus. Pourquoi ? Parce que vous avez des spécificités moins culturelles, moins linguistiques, des affirmations fortes qui font qu'effectivement, il y a toujours eu des mouvements autonomistes ou nationalistes qui existaient déjà. Pour le cas de la Réunion, c'est le Parti communiste réunionnais qui intégrait cette forme d'autonomie. Mais au bout du compte, suite à cette départementalisation, il va y avoir une forme d'accompagnement des partis, une volonté, même si on n'aboutit pas à l'autonomie ou l'indépendance, d'essayer d'améliorer les conditions sociales. Un combat qui va être très long, avec, on le sait, des abus qui ont été commis. Le cas, par exemple, des enfants de la Creuse, j'ai fait une émission avec vous il y a quelques mois, est un exemple qui prouve que ces territoires n'étaient pas considérés quand même comme des départements comme les autres. Alors, en même temps, pas considérés comme des départements comme les autres, mais il y a des personnalités qui émergent. J'ai envie de me tourner vers vous. Il y en a une à laquelle je pense, Marion Godefroy, qui est Monnerville. Monnerville, l'homme de la Guyane, député, puis qui va finir président du Sénat. Est-ce qu'au fond, malgré tout, cette logique progressive d'intégration ne finit pas par construire un horizon citoyen dans la République qui est tangible ? Alors je dirais oui et non, parce qu'il se trouve que si j'ai travaillé sur les bagnards, c'est parce que mon directeur de recherche était Jean-Paul Brunet, et que Jean-Paul Brunet avait été le nègre de Gaston Monnerville. Et il me racontait toujours qu'il pensait, certes, que Monnerville lui disait qu'il avait été un enfant de cette République, qu'il avait pu franchir les étapes parce que, justement, il y avait été comme tous les autres, mais que une fois en métropole, pour lui, on lui tenait quand même toujours rigueur de venir de la Guyane. Et en plus, la Guyane, il faut quand même remettre les choses dans le contexte, c'est un territoire qui avait extrêmement mauvaise réputation avec les bagnes. Dans combien de livres, combien de mères avaient promis à leur enfant, si t'es pas sage, tu finiras au bagne. Je crois que c'est encore dans le Petit Nicolas. Donc, il y a quand même aussi ce passé-là. Donc, Monnerville comme Sangor, certes, ce sont des porte-drapeaux, parce qu'on est là face à aussi des hommes qui sont des intellectuels notables, qui savent, dans le cas de Monnerville, user d'une circonstance, parce que quand Monnerville déclare et obtient la suppression des bagnes de Guyane, il ne l'obtient pas sur une question législative, il ne l'obtient pas sur une question judiciaire, il l'obtient parce que ça coûte trop cher. Donc c'est pas du tout qu'on pense, qu'on imagine qu'il faut abolir les bagnes pour ce que ça représente. Non, il sait très bien que pour obtenir une suppression, il faut faire un compte mathématique. Donc c'est très ambivalent, au moins en tout cas dans la personnalité de Gaston Monnerville. Alors, il y a un exemple un peu différent, parce qu'il se trouve que précisément la Calédonie ne suit pas ce modèle. Alors, la Calédonie et la Polynésie, finalement, ne sont pas devenus des territoires, des départements. Ils sont restés des territoires d'outre-mer. En 1946, donc, les indigènes sont devenus des citoyens français, donc ils peuvent voter, etc., parce qu'avant, ils ne votaient pas. Mais ils sont restés territoires. C'est un peu le discours de Brazzaville du général de Gaulle, qui a annoncé une sorte d'union française, avec une possibilité d'émancipation. Donc il y a cette idée dès le départ qu'il peut y avoir une émancipation et un changement. Voilà. Et pour revenir également à la question de tout à l'heure, finalement, cette citoyenneté française a été acquise dans le combat aussi des locaux, hein, et surtout le retour de la guerre. Et c'est vrai, le retour de la guerre des Calédoniens, puisqu'il y avait à la fois des Calédoniens européens, d'origine européenne, et des Calédoniens kanaks qui étaient au front ensemble, et qui sont rentrés et qui disent « mais c'est pas normal qu'arriver là-bas, certains votent, etc. » Donc en 1914, ça n'a pas pu se faire, et c'est en 1946 que les Kanaks sont devenus des citoyens français. Oui, mais ce que vous êtes en train de nous dire, Wallace Cotra, c'est qu'au fond, déjà en 1946, il y a un choix pour la Nouvelle-Calédonie qui doit, en théorie, conduire à un moment ou à un autre à l'indépendance. Et donc, on peut mieux comprendre peut-être, mais c'est une question que je vais vous poser aussi à Patrice Gélinet, on peut peut-être mieux comprendre le côté déchirant des années 80, avec, à partir de 1984, les revendications du FNLKS, les tensions entre Kanak et Caldoche. Est-ce que c'est déjà inscrit dès 1946, ou est-ce qu'au fond, ça va se construire après ? Donc, je crois que l'élément important en Nouvelle-Calédonie, parce que finalement, les deux processus, même si c'est différent, se ressemblent. Je pense que, comme disait M. Gélinet, finalement, Aimé Césaire est venu à la départementalisation
pour essayer de développer son peuple, finalement, après avoir vu la misère de son peuple, essayer de... Voilà. Et ce n'est pas une intégration et puis une disparition de l'identité martiniquaise à l'intérieur de la République. Je crois que c'est pas ça. Donc, en Nouvelle-Calédonie, l'élément important, c'est qu'il y avait, à l'origine, à La Réunion, il n'y avait personne. Donc les Français sont arrivés avec l'immigration, les Malgaches, etc. En Nouvelle-Calédonie, il y avait une population importante qui existait, il y avait une culture très forte qui remonte à 3000, 4000 ans. Et donc c'est cette réalité sociologique-là qui fait qu'il a fallu que la France trouve une solution à cela. Et qu'aujourd'hui, comment dire... l'idée, c'est que comment, dans les accords et dans les discussions qu'il y a actuellement en Nouvelle-Calédonie, c'est comment on tient compte à la fois de cette identité, de ce peuple kanak premier, finalement cette identité kanak forte, et en même temps cette réalité calédonienne qui existe et qu'il faut prendre en compte. Et je crois que tout le débat sur le référendum est autour de ça, quoi. C'est-à-dire comment on vit ensemble en Calédonie, comment on partage ce pays, finalement, comment on construit cette identité calédonienne en respectant l'identité kanak. Cette différenciation, en tout cas cette multiplicité des populations sur un même territoire, c'est une question qu'on retrouve aussi, que ce soit en Guyane, que ce soit à La Réunion, que ce soit aux Antilles, Frédéric Régent. Est-ce que c'est un des motifs, une des raisons qui fait que par moment on peine à construire des nouveaux horizons communs? Oui, alors tout est compliqué. Alors si on prend le cas de la Guadeloupe et de la Martinique, et même de La Réunion, il y a l'immigration indienne après l'abolition de l'esclavage. Plus de 100 000 Indiens d'Inde qui arrivent à La Réunion en demi-siècle. En 30-40 ans, 40 000 Indiens sur une population de 130 000 à la Guadeloupe. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est notamment dans le cadre de l'esclavage, dans le cadre du bagne, la particularité de l'outre-mer, c'est que souvent l'horizon, c'était pas l'horizon, c'était la non-liberté, et que ces populations ont réussi finalement à créer quelque chose. Et c'est toujours très difficile finalement à un moment donné pour l'outre-mer de définir ce que va être le lendemain. Si on prend l'exemple de la Révolution française, au début de la Révolution française, les colons, les propriétaires, leur horizon, c'est presque l'autonomie. Leur modèle, c'est presque l'indépendance américaine des 13 États-Unis. D'ailleurs, il y a un moment où ça aurait pu basculer, c'est en 1792, lorsque les colonies passent à la contre-révolution. Et s'il n'y a pas une intervention de la République, elles auraient pu être des territoires autonomes de manière durable dès cette époque-là. Mais au fond, ce que j'ai l'impression que vous me dites, Frédéric Régent, c'est qu'il y a une difficulté à construire un avenir commun. Il y a une difficulté à construire une identité. C'est la grande différence, par exemple, avec l'Empire colonial britannique. On peut parler d'identité britannique plurielle qu'ils ont réussi, globalement, avec un ensemble, mais ça c'est purement de l'histoire culturelle, à construire. Or, effectivement, la France, l'histoire de France, en étant une histoire beaucoup plus politique que culturelle, n'a pas défini cette identité-là. Vous n'avez pas eu ce sens commun qui pouvait rassembler des parties du monde extrêmement éparses, avec des cultures propres au départ, mais avec, en plus, une culture commune. Alors là, je vois que Bruno Magnard n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Ah non, je suis absolument pas d'accord, tout simplement parce que ce sont des territoires qui ont vécu quelque chose et qui vivent quelque chose de fort qu'on appelle l'interculturalité. Et je préfère ce terme au mot de métissage. Lorsque vous voyez un territoire comme la Guadeloupe, qui en 2009, une nation entière qui se met en grève pour revendiquer ses droits et qui se réapproprie des éléments de culture qui datent de la période de l'esclavage, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit par exemple avec moi le gros cas, moi par exemple, je ne pense pas qu'il y ait un problème d'identité. Alors, ce sont des identités, évidemment, ce n'est pas une identité à la française ou à l'allemande, mais ce sont des identités, ce sont des peuples qui sont affirmés avec une langue, avec une culture qui leur est propre. Le problème, c'est plutôt le regard qu'on a sur ces populations. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, il y a sur ces territoires un taux de chômage énorme, qui est aussi entre 30 et 40%, des espaces de développement qui ne sont absolument pas investis et qui devraient l'être, et qui font qu'on veut renvoyer un problème culturel sur un problème économique.
en sachant qu'en plus, ce problème économique est peut-être pas bien maîtrisé. Le cas de la Réunion est intéressant. Bon, il y a à peu près 35% de chômage sur la Réunion. Mais quand vous vous promenez dans les rues de Saint-Denis, de Saint-Paul, etc., je regrette, vous ne voyez pas autant de SDF qu'il peut y avoir, par exemple, sur Paris. Parce qu'il y a des solidarités familiales qui sont extrêmement fortes. Il y a aussi tout un travail, sans doute, au black, on peut dire, qui existe, et qui fait qu'il y a une culture on se débrouille. Et là, on revient dans l'histoire. Parce que je pense qu'effectivement, la relation au travail ou le rapport au travail, compte tenu que ces territoires ont subi quand même entre 150 et 180 années d'esclavage, eh bien, ne peut pas être le même qu'on peut trouver, par exemple, en métropole, ou en France aujourd'hui, où l'esclavage a été théoriquement aboli en 1315 par un édit royal, où sur le sol national, il n'y avait plus d'esclaves. Donc je pense que ces éléments doivent être pris en considération. Mais j'insiste sur le fait que l'interculturalité est très forte sur ces territoires et les identités culturelles, à mes yeux, sont affirmées. Alors je vous entends, mais ça a fait immédiatement réagir Patrice Gélinet, je crois, dans un sens qui peut correspondre à ce que vous dites, on va le voir. Il m'a dit, mais il faut absolument parler des inégalités. Et au fond, des inégalités entre territoires et peut-être aussi à l'intérieur des territoires. Non, et surtout des inégalités qui existent entre les Outre-mer et la métropole. Moi, j'ai été frappé. Toutes les manifestations, les révoltes, parfois les émeutes qui se sont produites Outre-mer, dont la dernière s'est produite en Guyane cette année, vous remarquerez qu'il n'est plus question du tout d'indépendance. La question de l'indépendance n'est pas posée. La question, c'est celle de l'égalité ou de la réduction des inégalités entre la métropole et les Outre-mer. Et ça, c'est extrêmement fort parce qu'elles sont énormes. Vous avez évoqué, par exemple, en matière économique, vous avez évoqué quand même un taux de chômage très supérieur à la métropole, qui pourtant est un taux de chômage déjà élevé, un PIB par habitant qui est parfois jusqu'à 80% inférieur, je pense à Mayotte par exemple, à celui, même si ce PIB est supérieur par rapport aux voisins de ces Outre-mer. Ce qui explique d'ailleurs un vrai problème, un très grave problème qui se pose Outre-mer, c'est celui de l'immigration. Des Comores qui viennent vers Mayotte ou qui viennent vers la Réunion, l'immigration du Suriname ou du Brésil vers la Guyane, l'immigration haïtienne vers la Martinique, etc. Ça, ça reflète l'inégalité qui existe entre les Outre-mer et leurs voisins, mais aussi il existe une égalité entre la métropole. Et c'est celle-là qu'on voudrait, qui est revendiquée le plus. Wallace, que je peux tutoyer, parce qu'en fait, au CSA, je m'occupais aussi de l'audiovisuel outre-mer. Mais ces inégalités existent de manière flagrante. J'ai été frappé, par exemple, de constater, prenez le cas outre-mer. Vous avez ici, vous appuyez sur le bouton de votre téléviseur, vous avez 27 chaînes sur la TNT, et puis les autres chaînes payantes. Bon. Eh bien, outre-mer, ça ne dépasse jamais 10. Pourquoi? Il n'y a que le service public, parce que le service public a investi. Autrement, les ultramarins, pour avoir les chaînes dont disposent les métropolitains comme TF1, M6, etc., sont obligés de payer. Donc cette inégalité, elle existe dans ce domaine. Et les sociétés, les entreprises privées d'audiovisuel ne souhaitent pas du tout investir parce que ça coûte cher, parce que le coût du transport est élevé. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi les coûts beaucoup plus élevés qui existent, les coûts de produits de première nécessité beaucoup plus élevés qui existent outre-mer. Vous remarquerez que très souvent, c'est pour des questions de prix, d'argent que les ultramarins, c'est tout naturel qu'ils le fassent, protestent actuellement. Donc voilà, je crois que là, de ce point de vue-là, la promesse d'égalité qu'évoquait Senghor quand il déposait cette proposition de loi de départementalisation, il disait il faut que nous soyons au même régime que la métropole. Cette promesse n'a pas été tenue. Et les ultramarins sont un peu considérés, du point de vue de la métropole, comme des citoyens de seconde zone. C'est pas Senghor, c'est Aimé Césaire qui disait aussi, il avait cette formule merveilleuse et en même temps dramatique, il disait nous ne sommes pas des Français à part entière, nous sommes des Français entièrement à part. C'est un peu sévère. J'ai vu Wallace Cotra réagir dans la discussion qui s'est ouverte entre Marion Godefroy et Bruno Maillard sur la question de la construction des identités. Et je suis heureux de vous donner la parole là-dessus. L'ancien président de la maison, Jean-Marie Tjibaou, donc le défenseur de la culture kanak. Justement, je disais que finalement, il y a une phrase de Jean-Marie Tjibaou qui nous frappe en Calédonie, qui nous guide aussi. Il dit « Notre identité est devant nous ». C'est-à-dire qu'il faut construire son identité en marchant,
les apports des uns, avec ce qu'on vit aujourd'hui, etc. Et ça nous a, je pense que ça nous a aidés dans la manière de gérer les choses et dans le processus politique calédonien. Je crois qu'il y a quelque chose qui est spécifique, qui est intéressant à noter, c'est qu'il a fallu faire des gestes pour essayer de construire ce vivre ensemble en Calédonie. L'accord, la poignée de main, Tjibaou-Lafleur, en 84, c'est très important, l'accord de Matignon, mais ensuite l'accord de Nouméa est encore plus fort, puisqu'il a fallu écrire ensemble notre manière de voir notre histoire, la part d'en moi, et il faut le dire, et aussi la part de lumière, puisque pour que tout le monde soit inscrit dans cette construction d'un pays. Et je crois que c'est ça, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Or, on est pris un peu par le calendrier. Et on aurait besoin d'un peu plus de temps pour construire cela, parce que vu de là où on vient... Il faut rappeler qu'il va y avoir un vote cette année essentiel sur l'avenir du territoire. Voilà, donc je crois que c'est ça ce qui est particulier dans le processus, c'est que parfois il y a des moments symboliques où on dit mais finalement notre histoire c'est ça, et il y a des tragédies, il y a des drames, mais aussi certains sont arrivés et puis voilà ce qu'ils ont apporté, on peut pas, voilà, et on construit le pays autour de cette parole-là. Et ça c'est très kanak aussi dans la manière de faire, cette nécessité de sortir les mots ensemble et de porter les mots ensemble. Nécessité de sortir les mots ensemble, porter les mots ensemble. Marion Godefroy, vous avez eu l'air de déplorer un déficit d'identité commune. Est-ce que ça peut se corriger par de l'enseignement, par l'apprentissage éventuellement d'une histoire commune? Est-ce que ça peut permettre de construire de nouveaux horizons partagés? Ce que je dis et ce que je répète, c'est que si on compare le développement colonial français à l'autre exemple, qui est le développement colonial et impérial britannique, la question fondamentale, c'est définir une identité commune du départ jusqu'à l'arrivée à tous les territoires outre-mer. Ça a marché dans certains pays pour les colonies britanniques. Ça n'a pas marché, par exemple, pour les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas fait partie de cette identité britannique commune. Ça a marché pour d'autres. Ici, effectivement, quand je me place du point de vue de la Guyane, donc une vieille colonie qui fait partie de cette première recension, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça se voit avec quelqu'un comme Gaston Monerville. Et ça ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. Ce n'est pas l'identité guyanaise ou l'identité réunionnaise ou la notion de culture propre. C'est une définition qui se fait au fur et à mesure du temps en fonction de critères économiques, judiciaires, culturels. Globalement, c'est ça. Quant à savoir et à être devin sur la politique qui sera à entreprendre demain, ça, je ne le suis pas. C'est le moment où l'universitaire ne veut pas tout à fait se projeter dans l'avenir. C'est pas que je ne le veux pas. C'est qu'aujourd'hui, donner la réponse, par exemple, au regard des éléments qui ont lieu en Guyane, puisque c'est ce que je connais le mieux. Bon, on est dans une situation qui est une situation effectivement extrêmement particulière, où en plus, il y a une lutte au sein du territoire et de la région même, entre le territoire près de Cayenne et le nord de la Guyane, où on a deux situations et deux ambitions politiques qui sont différentes. On a en plus, à la différence d'autres territoires, quelque chose qui est particulier, qui est l'espace de la fusée Ariane, avec tous les enjeux économiques qui sont ceux de ce territoire. Donc on se retrouve à la croisée de contextes qui dépassent strictement des enjeux nationaux. Donc là, c'est extrêmement compliqué de répondre. D'accord. Alors je retiens ça, ce sera votre mot de la fin. Mais j'ai envie de demander aux autres participants si en une minute, ils peuvent nous dire si aujourd'hui, il y a de nouveaux horizons que l'histoire nous aiderait à dégager. J'ai vu Bruno Maillard évoquer des identités éventuellement qui seraient anciennes et qui pourraient permettre de continuer de regarder vers l'horizon, un peu comme Wallace Cotra l'avait signalé. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à prendre le risque d'une petite prévision ou d'un petit projet ? En tout cas, depuis quelques années, il y a eu pas mal de modifications institutionnelles au sein des départements et des territoires d'outre-mer. La Martinique, par exemple, a fait le choix
dans le cadre, alors on ne peut plus parler de décentralisation, mais on va dire de nouveaux liens institutionnels, de se construire en collectivité territoriale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une assemblée, il n'y a plus de département, il n'y a plus de région. Bon, c'était le PPM longtemps qui a dirigé la région. Maintenant, ce sont le parti d'Alfred Marie-Jeanne qui dirige la collectivité. Il y a des choses qui se mettent en place. Le cas de la Guadeloupe, il n'y a pas ce choix-là, mais la construction du Memorial Act montre quand même que la Guadeloupe s'est appropriée une histoire forte, celle de l'esclavage et de la traite, et qu'aujourd'hui, ce mémorial, c'est un peu l'image de cette histoire, de cette culture qui rayonne à travers la Caraïbe, voire même le monde entier. On a rencontré il n'y a pas longtemps le directeur du mémorial, il parle, c'est 1 million, c'est 1 million de personnes qui ont visité. 100 000 par an. Ouais, 100 000 par an et 1 million de recettes. Voilà, ce qui est quand même bien. Donc, chacun de ces territoires, encore une fois, dans l'interculturalité, s'est construit une identité. Maintenant, je pense que ce qui serait important à mes yeux, c'est se réapproprier du politique, d'assumer ses responsabilités pour des projets économiques et sociaux qui feront qu'effectivement, la vie s'améliorera sur ces territoires. Et je pense que c'est peut-être par des collectivités plus fortes, à mes yeux, plus d'autonomie sur le plan économique et social qui permettront un meilleur épanouissement. Frédéric Régent, d'une phrase, je pense là notamment à votre rôle de président du comité d'histoire de l'esclavage, c'est un tremplin pour penser l'avenir ? Oui, cette réflexion sur le passé permet effectivement de progresser sur l'avenir, mais je suis d'accord avec ce que dit Patrice Gélinet sur la réduction des inégalités. Je crois qu'il y a un désir de justice, un désir vraiment de rééquilibrage dans l'outre-mer. Et ça, c'est un horizon de lutte, de combat, pour avoir participé activement au mouvement de 2009. Souvent, ça a été interprété par la métropole, oui, de revendications culturelles. C'était avant tout des revendications économiques et sociales. Avant tout, la base, c'était l'augmentation de 200 € sur les salaires et la diminution du coût de la vie chère. Et donc, voilà, il y a ces horizons-là. Maintenant, ce sont des sociétés où la créolisation est très forte, comme l'a dit Bruno Maillard, où il y a finalement de ce melting pot, on a créé quelque chose. Mais comment ? Alors, mais oui, alors la Guyane, effectivement... Ne te laisse pas repartir dans une boucle, parce qu'il nous reste 1 minute et je voudrais quand même que Wallace Cotra et Patrick Gélinet puissent aussi dire un mot de la fin. Oui, et ces outre-mer sont très différents. La situation de Mayotte, la situation de la Guyane, Guadeloupe, Martinique, ça se ressemble quand même beaucoup. La Réunion, c'est encore différent. Voilà, bon, je ne vais pas faire une énumération de tout. Mais enfin, ce qu'il y a de commun, c'est vraiment cette volonté de réduction des inégalités et cette volonté aussi d'accéder à davantage de culture. Enfin, je vais prendre un exemple quand même qui est scandaleux. En Outre-mer, le prix du livre, par exemple pour la Guadeloupe, c'est 15% plus cher qu'en métropole. Par contre, l'alcool, c'est moins cher, même les alcools importés. Vous allez à Saint-Martin, le whisky coûte moins cher qu'à Paris. Par contre, le livre coûte beaucoup plus cher. Le tabac coûte beaucoup moins cher aussi. Voilà, là, il y a quand même des enjeux sur lesquels les pouvoirs publics pourraient agir dès maintenant. Wallace Cotra, vous aussi, cet horizon économique et social est important pour la Nouvelle-Calédonie ? Il se trouve que cette année, j'ai pu faire le tour de tous les Outre-mer, de visiter les Outre-mer. Et je pense qu'il y a quelque chose au niveau des Outre-mer à apporter, parce que nous sommes à apporter, y compris à l'ensemble national. Nous sommes à la fois des Français, mais pas des Français d'ici. Des Français d'Océanie, des Français de l'océan Indien, des Français d'ailleurs. Donc, comme Français, on a un rapport différent avec notre région. Mais étant de cette région-là, on a une manière différente d'être Français. Et je crois que c'est ça ce message que la France devrait entendre. Et au moment où il y a la mondialisation, c'est important de dire, mais finalement, il y a quelque chose peut-être à apprendre de ce frottement et de cette reformulation que l'on voit outre-mer. Merci beaucoup. Patrick Gélinet, je vous ai un petit mot peut-être, le mot de la fin, vraiment. Si j'ai parlé des inégalités, c'est que c'est pas seulement parce que c'est une injustice, c'en est une évidemment, c'est parce qu'aussi elles engendrent outre-mer, et ça j'ai pu le constater en tous mes voyages outre-mer,
une humiliation, le sentiment, encore une fois, pour reprendre le mot de Césaire, de ne pas être des Français entièrement à part. Même pour les ultramarins qui vivent, il y a le tiers des ultramarins qui vivent en métropole et qui sont assimilés à des immigrés, etc., et à des étrangers, ceux qui ne le sont pas. Je crois donc que cette humiliation, il ne faut pas la laisser se fermenter comme ça, sinon, et ça nécessite une volonté et un effort de la part des pouvoirs publics, sinon on sait où elle peut mener. Bon, alors on retiendra au terme de ce débat qu'en partant des nouveaux horizons, on en arrive aux horizons actuels, c'est-à-dire au combat que notre génération a mené pour peut-être arriver à penser un collectif. Et je remercie beaucoup Cyril Comte à chaque fois de nous donner la possibilité de réfléchir collectivement au sein des Outre-mer, avec cette fois-ci beaucoup de territoires qui étaient représentés. Il manquait peut-être la Polynésie, donc on a une pensée pour nos camarades polynésiens. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous de cette réflexion entre identité et égalité. Merci.